Voici l'Homo sapiens. Sapiens, c'est lui qui le dit, pas la gazelle. À sa décharge, il a faim. Chasse et cueillette sont ses seuls moyens de subsistance. Dès cet embryon d'humanité, l'équilibre entre ressources et besoins articule l'interaction de deux systèmes, l'environnement naturel et la population d'hominidés. La gestion de cet équilibre précaire déterminera l'avenir de l'humanité. Quand un territoire est épuisé, l'homo le quitte et s'installe plus loin. Il nomadise. Lors de ces déplacements, la sélection naturelle fait son œuvre. Elle contribue à maintenir ce fragile équilibre entre ressources disponibles et besoins, essentiellement alimentaires. Si ce modèle d'interaction directe entre l'environnement et ce début d'humanité permet la survie de l'espèce humaine, il n'a guère d'avenir. Le milieu impose ses lois et l'enjeu pour l'homme sera de s'en affranchir, puis d'en prendre le contrôle. Progressivement, l'homme va transformer son environnement pour l'adapter à ses besoins propres. Il domestique certains animaux pour se nourrir et accroître sa force de travail. Il sélectionne les végétaux, les sème, les cultive pour augmenter les récoltes. Sans l'action humaine, ces ressources supplémentaires n'existeraient pas. L'homme s'est arrogé le pouvoir, unique à l'échelle des espèces, de modeler son environnement pour produire les ressources nécessaires à la satisfaction de ses besoins. Cette action volontariste sur le milieu est la première forme de création de richesse. C'est aussi le balbutiement de ce que ses descendants appelleront l'économie. À ce stade, grâce au surcroît de ressources qu'il crée, l'homme se nourrit mieux, s'approprie l'espace et se multiplie. Cependant, l'équilibre reste bien fragile, car il est encore largement tributaire du biotope. Afin de nourrir ses bouches supplémentaires, l'homme se diffuse, étend son espace vital. C'est la logique des empires. Il conquiert de nouveaux territoires, au besoin par la violence, et crée des satellites qui permettent d'alimenter la capitale en ressources. Peu à peu, les prélèvements deviennent si importants que les satellites s'épuisent puis dépérissent.
Bientôt, le cœur périclite à son tour. À ce stade, l'homme a engagé un développement en termes quantitatifs, mais pas en termes qualitatifs. Il y a peu d'échanges, peu de transmission du savoir, dont l'essentiel disparaît avec l'effondrement des civilisations successives. Si l'homme est désormais capable de créer des richesses de plus en plus abondantes en exploitant le potentiel de son environnement, il n'a pas résolu le fragile équilibre entre ressources et besoins. C'est avec les grandes découvertes vers le XVe siècle que s'enclenche le deuxième moteur de l'économie. La conquête par les nations européennes de vastes territoires permet l'exploitation de ressources nouvelles et plus nombreuses. Cette implantation sur presque tous les continents de la planète favorise aussi le transfert des populations excédentaires. Après les grandes découvertes, les nations européennes s'implantent progressivement sur presque tous les continents de la planète. Cette phase de colonisation est quelquefois brutale, et certains émigrés s'émancipent de la tutelle européenne à l'aube du XIXe siècle. Cette expansion spatiale se concrétise par la mise en valeur de vastes territoires, par l'exploitation des ressources tant agricoles que minérales. Cette dynamique favorise les avancées technologiques et stimule l'ingéniosité de l'homme. Dans un premier temps, il élabore des instruments qui supplantent la traction animale. Cette mécanisation se diffuse ensuite à tous les secteurs d'activité et décuple sa puissance de travail. Ces machines nécessitent de nouvelles formes d'énergie, mais répondent encore à des besoins réels, ceux indispensables aux pionniers de cette épopée. Porté par cette dynamique, l'homme va extraire, transformer, assembler, combiner des matières premières, a priori sans grande valeur, pour créer des produits de plus en plus élaborés à haute valeur ajoutée. Ce processus façonne un nouveau mode de création de richesse qui va accélérer la diffusion de l'économie. La complexité croissante de ces produits, issus de l'extraction et de la transformation de ressources diverses, permet de répondre massivement à des besoins auparavant insatisfaits. Ce changement d'échelle marque le début de l'ère industrielle. Désormais, l'économie impose ses logiques de développement, structure les relations humaines et détermine l'évolution de la société. Par là, elle redéfinit complètement les rapports entre l'homme et son biotope. Ce processus de transformation des ressources disponibles confère à l'homme un grand pouvoir, celui de façonner son environnement. Les métropoles sont le fruit et le réceptacle de ce nouveau mode de vie.
L'homme ne se contente plus de se nourrir. Il s'habille, se loge, se déplace, communique, se divertit. Les articles inédits se multiplient, devançant même la demande de l'acheteur. Après une phase d'apprentissage où il a apprivoisé les cycles naturels par l'agriculture et l'élevage, l'homme a dépassé le périmètre du réel. En multipliant les innovations, il s'affranchit des contraintes physiques de son environnement. Transport, habitat, communication, les limites sont repoussées jusqu'à donner le sentiment de disparaître. Ce nouveau pouvoir suscite de grands espoirs sur le développement de l'humanité, mais implique aussi de grandes responsabilités sur nos choix. En avons-nous conscience? Aujourd'hui, l'homme navigue entre ses rôles de consommateur, très souvent compulsif, et de producteur au gré des sollicitations et de ses obligations. Il accumule des biens fréquemment futiles dans un univers lui-même fabriqué. À la fois acteur et spectateur, il ne perçoit plus vraiment la place qu'il occupe dans cette chaîne gigantesque. Le modèle pourvoir aux besoins de l'homme est dépassé par sa logique productiviste et sa dynamique de croissance forcenée. L'individu est ainsi devenu la marionnette de l'économie qui exacerbe sa propension à s'enrichir, à accumuler, à accaparer méthodiquement biens et capitaux, sous prétexte de compétitivité. Mais à quel prix? Au lieu de consacrer les ressources à la création de valeur, il produit pollution et quantité de déchets. Des rebuts qui exhibent la face négative et l'échec de ce modèle. Cette mutation a été rendue possible car dans le même temps s'est édifié un système, la bulle économique, qui s'interpose entre les besoins exprimés par l'homme et les ressources issues de l'environnement. Cette entité artificielle et autonome qu'est devenue l'économie applique désormais son impitoyable logique. Elle capte la quasi-totalité des ressources disponibles au bénéfice des besoins d'une frange de plus en plus réduite proportionnellement à la population mondiale. La réussite en termes d'humanité est loin, car l'enjeu se concentre sur la perpétuation du système lui-même. C'est en ces termes qu'il fixe les critères d'appartenance, in ou out, afin de réserver les ressources aux besoins des plus performants. Est-ce la seule issue? Un processus de production essentiellement matérialiste, opposant une richesse sans partage à un dénuement sans perspective. Et à terme, une implosion due à l'épuisement de la planète. L'homme saura-t-il ouvrir d'autres chemins? Reprendre en main ce système économique qui aujourd'hui le dépasse et lui impose ses choix? Saura-t-il vouer la formidable énergie déployée par ce système au développement de la connaissance, non pas comme accumulation, mais au service d'un savoir équitablement et universellement partagé? Un savoir appelé à s'enrichir au fil des générations à venir.